Bienvenue à tous dans ce PAF confiné. On est ravis de vous retrouver et on est très nombreux d'ailleurs pour vous retrouver puisqu'il y a Florence Mercadet, bonjour. Bonjour Patrice. Avocate au barreau de Versailles. Anne-Charlène Bézina-Duclerc et Jean-Baptiste Duclerc. C'est notre petit couple. Bonjour Patrice. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Merci. Vous êtes bien confinés, hein, vous deux, là. Oui, nous sommes très loin de Paris. Oui. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et justement, il y a avec nous Carl Pinault, qui est un auteur de romans policiers qui vit en Thaïlande. Vous êtes avec nous en direct de Thaïlande et vous nous raconterez comment ça se passe. Voilà. C'est quoi la période actuellement? C'est pas encore les chaleurs et les moussons? Alors, c'est pas encore la mousson, mais c'est la période où les températures montent. Et comme il pleut pas le soir, on est sur des périodes de chaleur avec de l'humidité, sans averse qui libère un peu l'atmosphère le soir. Très bien. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Vous êtes où? Eh bien, figurez-vous que je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Voilà. Ben, un peu comme tout le monde. Un truc assez dingue en temps de confinement. Oui, oui. Voilà, vous n'assurez plus vos cours à l'université de Versailles. Donc. Voilà. Et nous sommes aussi avec Yann Verdeau. Bonjour Yann Verdeau. Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes journaliste aux Échos et vous avez fait des enquêtes notamment sur les traitements, sur les tests des traitements, on en parlera avec vous. J'ai oublié le Michael Lombroso, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes chirurgien dentiste et vous nous parlerez d'ailleurs, c'est intéressant, de ce qui se passe pour les professions de santé pendant l'épisode du coronavirus. Alors, on va peut-être commencer par, je voudrais votre impression générale. C'est vrai que pendant longtemps, on nous a dit à notre génération, vous n'avez pas vécu la guerre, vous n'avez pas vécu des choses importantes. Or, quand on fait le compte, on se rend compte quand même qu'on a vécu la chute du mur de Berlin, le 11 septembre 2001, le terrorisme, et aujourd'hui, cet épisode du coronavirus, ou ce drame, ou cette catastrophe, je ne sais pas comment il faut dire, ou cette crise, ça dépend les gens, cette guerre. Les mots sont souvent différents. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'on est en train de vivre quelque chose d'historique? Qui veut commencer? Peut-être Stéphane Monson? Je ne suis pas... oui, enfin, quelque chose d'historique par la dimension que tout cela prend, mais c'est vrai que ces affaires d'épidémie, voire de pandémie, c'est quand même pas la première et certainement pas la dernière. J'écoutais ce matin le président du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui faisait une synthèse de l'histoire des pandémies, et c'est vrai qu'on parle toujours de la grippe espagnole, mais il y en a une à peu près chaque année, qui peut faire de 5 000 à 20 000 morts, qui est en effet géographiquement un peu plus localisée, mais c'est évidemment pas la première. Mais j'ai pour autant, si vous voulez, pas l'impression de vivre absolument un moment historique. D'accord, on a vécu de loin le 11 septembre, on a vécu les attentats islamistes, on a vécu tant de choses, et tant de choses encore restent à vivre. Pour autant, l'histoire se fait au jour le jour, l'histoire se fait tous les jours. Alors, oui, j'ai pas l'impression de vivre la guerre, pour autant. Voilà. Sur cette période, oui, Florence Mercadet. Oui, si effectivement la pandémie est quelque chose qui a déjà été connu, en revanche, ce qui va être très inquiétant, et peut-être effectivement historique, c'est le crash économique qui va arriver. Et donc, on se retrouve effectivement dans une situation qui est après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est probablement historique en tout cas. Oui, Anne-Charlène. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une dimension marquante dans cet événement, peut-être aussi dans son caractère mondial, dans ce qu'il nous dit de notre façon de vivre, du sentiment qu'on a d'être tous, cette fois-ci, concernés, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les pays, quelles que soient les mœurs. Et à mon sens, ce qui devrait rester un phénomène mondial, malheureusement, reste un peu générationnel dans le sens où on a le sentiment que ce sont que les plus âgés qui souffrent et que les plus jeunes ont le sentiment que c'est quelque chose d'un peu trop courant. Mais si on arrivait à le vivre tous ensemble, moi, je crois que ça serait un moment historique.
Vous avez l'impression, parce qu'on a, enfin, quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de gens assez jeunes qui sont atteints et qui sont parfois atteints gravement par la maladie. Michael Lombroso, justement, Stéphane Monceau évoquait la grippe espagnole. Est-ce qu'on peut comparer les deux épidémies? Alors oui, de mon point de vue, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, de mettre les choses en perspective. Et c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu aux chiffres et pour prendre justement un peu de recul. En 1918, l'humanité comptait moins de 2 milliards d'individus. Aujourd'hui, nous sommes 4 fois plus nombreux, nous sommes presque 8 milliards. Et les dernières études montrent que l'épidémie grippée espagnole, elle aurait fait 100 millions de morts à l'époque, soit 5% de la population mondiale. Si on ramenait ce chiffre aujourd'hui, ça ferait 400 millions de morts. À l'heure où on parle, le coronavirus a fait environ 80 000 morts dans le monde. C'est déjà énorme, c'est bien évidemment terrible, mais c'est sans aucune commune mesure avec la grippe espagnole. Le coronavirus est heureusement 3 fois moins mortel que la grippe espagnole, et puis surtout toutes les mesures qui ont été prises dans le monde entier font baisser sa contagiosité. Alors, et donc, il faut garder il faut relativiser, garder les proportions en tête. Il faut se rappeler, par exemple, qu'en 2003, la canicule a fait en France environ 20 000 morts. Il faut se rappeler que la grippe saisonnière fait environ en France 10 000 morts par an. Et puis surtout, il faudrait garder à l'esprit que le tabac fait 73 000 décès par an en France. Oui, d'accord. Et on a estimé que les bureaux de tabac étaient des commerces de première nécessité, alors on les a laissés ouverts. Non, vous avez raison, parce que c'est vrai que l'INSEE a publié d'ailleurs des statistiques qui montrent qu'au fond, si on prend aujourd'hui au mois d'avril, on a un peu moins de morts, on a un peu plus de morts que l'année dernière, un peu moins qu'il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'on pourra relativiser, mais c'est vrai qu'il y a un débat, avec tout le monde d'ailleurs, hein, mais il y a un débat qui se joue aujourd'hui. On voit bien, on est dans des pays, notamment les pays latins, pour lesquels peut-être la vie humaine est quelque chose de très précieux, et donc on a choisi le confinement. Et on voit bien dans des pays plus nordiques, dans des pays plus libéraux, il y a un vrai débat qui est de dire mais est-ce que ça vaut le coup d'arrêter l'économie? Est-ce que au fond, il fallait prendre ces mesures de confinement et ne pas continuer à vivre comme tous les jours et sauver l'économie? C'est un vrai débat qui a lieu. Hein. Oui, là, on prend un peu le risque. Aucune critique vis-à-vis du gouvernement qui prend vraiment les bonnes décisions. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est intelligent de dire qu'on va mourir guéri, en fait. Parce que là, OK, tout le monde est confiné, tout est arrêté. L'économie va mettre des mois, si ce n'est des années, à s'en remettre. Un nombre incalculable d'entreprises vont faire faillite, de gens vont se retrouver au chômage. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France. Alors, les amortisseurs sociaux en France, ça fonctionne bien, mais pour combien de temps? Et voilà. Donc, et ce confinement, en plus, pose, à mon sens, un vrai problème. Je suis pas du tout scientifique, mais là, on confine tout le monde, on met tout le monde dans une boîte. Donc, OK, personne ne tombe malade. On va ouvrir la boîte, tout le monde va tomber malade. Donc, c'est un peu sans fin. Parce que, alors heureusement, on a quand même quelques quartiers de France où le confinement, c'est juste un mot visiblement pas compris, où la police n'intervient pas, la consigne de pas intervenir. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont quand même être contaminés. Et c'est peut-être ça qui va nous sauver finalement. Mais voilà, c'est extrêmement inquiétant, quoi. Et mourir guéri, moi, c'est pas un truc qui m'emballe. Voilà. Donc, le problème, si vous voulez, dans le choix qui a été fait, c'est que les projections sans confinement allaient jusqu'à 500 000 morts en France. Oui, c'est ça. Quel gouvernement pourrait prendre cette responsabilité? C'est ça. On va voir ce qui se passe en 2020, ça me paraît inacceptable dans une société comme la nôtre. Absolument. C'est vrai, Stéphane. On va voir ce qui se passe au Danemark, par exemple. Au Danemark, en Suède, en Hollande, où le confinement est beaucoup moins fort, voire inexistant, avec simplement des gestes barrières, une responsabilisation, un sens des responsabilités des habitants, qui peut-être sont tout à fait suffisants. Voilà, donc là, on peut se poser la question, et les médecins danois, les officiels danois, les gouvernants danois ne me paraissent pas être totalement abrutis, donc ni les Suédois, donc voilà. Ni un peu les Américains, enfin c'était la thèse de Trump, c'est la thèse aussi au Brésil, enfin, il y a, dans des pays libéraux en tout cas. Stéphane Monceau là-dessus, non? Vous avez une réflexion? Oui, moi, ce qui me frappe, la face à n'a rien d'original, c'est le festival de médiocrité,
beaucoup de grands élus, une certaine partie de la classe politique, une compétition dans celui qui sera à la fois le plus démagogique, le plus populiste et le plus médiocre. Moi, ça ne m'étonne qu'à moitié, mais si vous voulez, je tremble à l'idée que tous ces gens-là puissent un jour parvenir au pouvoir lorsque on entend leur discours actuel, qui consiste à dire si nous avions été au pouvoir, nous n'en serions pas là, etc. Enfin, ça serait risible si les choses n'étaient pas aussi grandes. Oui, le nombre de gens qui savaient ce qu'il fallait faire, c'est étonnant. Yann Verdeau, justement, sur ce débat économique et sur ce débat, est-ce qu'il y a un débat dans la... Vous avez côtoyé beaucoup les médecins, les scientifiques. Est-ce qu'il y a un débat chez les médecins, justement, cette barre des 60%? On dit que si 60% de la population est atteinte, au fond, le virus n'a plus d'ampleur. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas tellement, on ne sait pas tellement quel est le nombre de gens qui sont atteints par le virus. Oui, on ne sait pas, il n'y a pas de chiffres précis, il y a beaucoup de choses, en fait. Les chiffres, Je suis désolé, mais on a un petit problème de liaison avec vous. On vous entend. Je suis le seul ou non? Non, on entend. Je propose peut-être de vous reconnecter. On va réessayer parce que là on vous entend très très bien. Peut-être en mettant des écouteurs. Je ne sais pas. On va essayer de vous reconnecter, de se reconnecter avec vous. Hein? Ok. Bon, alors je ferme. Voilà. Si je peux me permettre Oui, Jean-Baptiste. puisque nous sommes dans les chiffres du nombre de morts, du nombre d'infectés, et pour rejoindre la question qui a été posée initialement, moi j'ai vraiment le sentiment de vivre un moment historique par rapport à cette situation du coronavirus. Alors certes, le nombre de morts est sans commune mesure avec le nombre qui a été celui de la crise de la grippe espagnole. Mais je crois que la singularité de l'événement, c'est ce que disait Anne-Charlène à l'instant, c'est que cette crise est mondialisée, ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'époque de la grippe espagnole, et que les choses se déroulent de manière presque instantanée, ou en tout cas comme une vague qui submerge en très peu de temps l'ensemble de la planète, et ça crée une situation qui est asphyxiante puisque nous avons un modèle qui aujourd'hui n'est plus un modèle construit sur le secteur primaire, mais qui est construit sur un modèle mondial qui fait qu'effectivement cette crise, même indépendamment du nombre de morts, crée une situation qui fait que le monde, les États sont bouleversés et sont mis à l'épreuve face à cette situation dont certains disent qu'il sera très très difficile de dépasser à court terme. Et je crois que, de ce point de vue-là, on vit un moment qui est tout à fait inédit et tout à fait inédit, absolument, dans l'histoire de l'humanité. Karl Pinault, justement, puisque vous, et on parle de mondialisation, vous êtes en Thaïlande. Alors, quelle est la situation là-bas, d'ailleurs? Alors, en Thaïlande, d'abord, la maladie semble, selon les chiffres que l'on a, moins progresser, puisqu'on n'a que 2200 cas et moins de 20 décès, selon les chiffres officiels. Oui. À cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, la proximité sociale qu'on a dans nos pays occidentaux et nous qui sommes latins existe moins ici. Les gens ne se serrent pas la main. Il n'y a pas d'embrassade. Il y a une espèce de distance qui se fait entre les individus qui fait que je pense que la maladie s'est transmise moins facilement. Il y a eu une bonne réaction aussi des gouvernements. Les gens très vite se sont mis à porter des masques. Les gens portent de toute façon des masques pour la pollution, mais tout le monde s'est mis à porter des masques. Et puis, on a trouvé absolument partout les produits désinfectants pour les mains, enfin bon, tous ces accessoires, tous ces petits métiers aussi, les petites mains qui viennent nettoyer les ascenseurs, tout ça, qui font que la maladie se propage moins. Donc, d'un point de vue personnes touchées, il y a moins de personnes touchées. Pour autant, le gouvernement prend des décisions qui sont assez semblables à celles qu'on constate en Europe. C'est-à-dire fermeture des écoles. Moi, mes garçons étudient ici depuis 15 jours. Fermeture des aéroports, fermeture des frontières, fermeture des bars, des restaurants. Et puis confinement, couvre-feu de 22h à 2h du matin. Voilà, on est sur cette ligne. Vous-même, vous avez été victime, vous avez été malade du Covid-19. Alors, c'est très difficile à être certain. Je crois que oui, ma femme est rentrée dans les derniers vols là, de France, puisqu'elle était en France, elle est rentrée le 19.
Après, ils ont fermé les frontières, donc elle n'aurait pas pu rentrer. On s'est confiné en quittant Bangkok au bord de la mer. Et elle a très vite souffert de ce qui paraît être les symptômes, c'est-à-dire montée de fièvre, perte de goût et d'odorat, et puis tousser. Et dans la foulée, moi, j'ai eu 3 jours de grosse fatigue, mal aux reins, et puis aussi sur les poumons. Maintenant, comme on n'a pas été testé, maintenant on va mieux. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment été touché? Je pense que c'est les tests qui nous le diront plus tard. Pour l'instant, on a évité d'aller se mélanger dans les hôpitaux. Parce que c'était pas l'urgence. A priori, on est passé au travers. Ce qui nous intéressera par contre, c'est de pouvoir se tester le plus vite possible pour savoir si on est porteur ou si on est immunisé. Oui, alors, il y a cela dit une polémique sur l'immunité parce que certains médecins commencent à dire bon, c'est pas sûr parce qu'on a eu le virus qu'on soit totalement immunisé. C'est un des débats. Alors, il y a un grand débat qui a lieu actuellement qu'on peut résumer ici, sur le dépistage ou dépistage. C'est-à-dire que pour sortir du confinement, il est probable qu'on va essayer de savoir, sur la base du volontariat, semble-t-il, où seront les gens qui sont atteints du Covid-19, qu'on puisse les tracer, qu'on puisse prévenir ceux qui les côtoient, etc. Et ça donne évidemment lieu à un débat sur est-ce qu'on va attenter à nos libertés. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ? Moi, je suis complètement d'accord pour qu'il y ait un tracking numérique. On voit que dans les pays comme Taïwan, la Corée du Sud ou Singapour, ils ont réussi à juguler vraiment la propagation de l'infection avec des tests systématisés, avec un tracking digital. En Israël aussi, ils ont mis en point des algorithmes qui permettent de suivre, de prévenir les gens. Et on voit que c'est très efficace. Et finalement, je trouve que c'est un faux débat, puisque nos libertés aujourd'hui, elles sont complètement réduites. On est confinés chez nous, on ne peut même plus faire une émission tous ensemble. Donc la question des libertés, finalement, elle a déjà été tranchée. Et je crois qu'on n'en est plus à se poser la question d'un tracking numérique. Ça me paraît être un débat d'arrière-garde. Mais bon, c'est je pense qu'il faut faire je pense que Stéphane Manson sera probablement d'accord en tant que juriste là-dessus. Il faut faire un équilibre entre la protection de la santé publique, qui est tout à fait légitime, et une atteinte à nos libertés individuelles, notamment, je pense à ces histoires de tracking. Ce qui a été fait en Corée du Sud ou en Chine est quand même extrêmement intrusif, alors que ce sur quoi réfléchit le gouvernement n'est pas si intrusif que cela, puisque ça va rester anonyme et on va avoir finalement des gens qui vont se croiser pendant un certain temps. Il y aura à un moment donné un message qui va être donné pour dire bah voilà, vous avez croisé des gens avec le même logiciel, la même application, et il se pourrait que cette personne soit contaminée, et donc il faut se préserver les autres. Mais on reste sur de l'anonymat. Après, ce dont il faudra être sûr, c'est la traçabilité des données qui seront collectées. Et d'abord, il faudrait savoir si oui ou non, est-ce que, comme on est sur la base du volontariat, combien y aura-t-il de volontaires pour le faire? Parce que s'il y a peu de volontaires, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, le volontariat est un problème quand même, non? Est-ce qu'il ne faut pas carrément prendre des mesures plus dissuasives en traçant vraiment ceux qui ont la maladie, en essayant de faire une véritable politique préventive? Moi, je souhaite bien du plaisir aux gens qui vont aller dans certains coins de France pour expliquer qu'il faut pister les téléphones, qu'il faut traquer les trucs. Ça va être rock'n'roll, quoi. Alors après, est-ce qu'il suffit que 70% de la population accepte? Et si ça marche, alors là, merveilleux. Si tout ça ne fonctionne que si 100% des gens adhèrent, alors là, c'est un vœu pieux, c'est même pas la peine d'y songer une seule seconde. On sait très bien, enfin, je veux dire, il y a déjà des quartiers où la police ne va pas, on les voit très mal y aller en disant maintenant, donnez-nous votre portable, on va le pister, on va savoir où vous allez livrer ce que vous devez livrer. Enfin, donc ça me paraît totalement incohérent. Donc c'est une question de proportion, en fait. Voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on me dise. Et si 70% de la population accepte, si ça fonctionne, tant mieux. Quelqu'un sur ce débat, atteinte aux libertés? Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est que je crois que le débat est entièrement faussé à partir du moment où on a installé une loi sur l'état d'urgence sanitaire. On essaye de nous expliquer que l'application des libertés, l'application du droit, justement, est totalement mise en
sous couvert, étant donné qu'il y a cet impératif de santé publique qui paraît plus important. Et je crois que ça fait d'ailleurs partie de notre corpus constitutionnel, de notre manière de concevoir les choses. La dignité, la santé humaine sont placées normalement parmi les mères de nos libertés. Donc je crois qu'on a tendance à assez bien comprendre que nos libertés individuelles soient diminuées par rapport à cet impératif de lutter contre l'épidémie. Donc moi, je ne vois pas en quoi on fait un débat par rapport à nos libertés individuelles, sachant qu'elles sont quand même déjà limitées et que c'est le principe de cette mise en état d'urgence sanitaire. Donc moi, après sur le traçage et l'anonymat, j'ai le sentiment qu'on manque de courage politique pour aller plus loin, parce que soit on choisit la solution coréenne et on liste tout le monde et on y va obligatoirement et sans anonymat et on fait chacun un don à la science, mais pour quelque chose qui est un peu plus important que ça, c'est la santé. Soit on considère qu'il faut quand même protéger les libertés individuelles, mais je crains alors à ce moment-là qu'on prive l'application de son but suprême, c'est-à-dire d'essayer de nous sauver tous et de mieux connaître ce virus aussi. Alors moi, je peux être d'accord avec vous, si ce n'est qu'il faut être absolument certain que ces mesures qui sont prises pour restreindre nos libertés individuelles ne le sont que provisoirement. Et on sait très bien, et on le voit par rapport aux mesures qui ont été prises dans le cadre de l'urgence au regard des attentats terroristes, ce ne sont pas des mesures qui ont été toutes mises entre parenthèses, il y en a qui existent encore aujourd'hui. Donc il faut qu'on ait des garanties. Les deux menaces et les deux régimes juridiques de tout. Non mais on n'en sait rien parce que ce n'est pas le premier virus que l'on va avoir, ce n'est pas le dernier. Et si on dit, écoutez, il faut quand même qu'on se préserve contre les virus à venir parce qu'on est en train de nous expliquer qu'il y aura peut-être une deuxième vague en octobre et pourquoi pas en 2021, à ce moment-là, c'est la même chose que pour le terrorisme, c'est qu'il va falloir que ces mesures perdurent. Et on les aura toujours. Donc nos libertés individuelles, là, il faudra mettre une sacrée croix dessus, quoi. C'est juste ça qui me pose problème. Peut-être Stéphane Manson. Alors, je vais reciter mon philosophe préféré, Sloterdijk. Le fameux. Tout pouvoir est entraîné au fond vers l'autoritarisme et que des séquences comme celle-là vont montrer au fond que démocratie ou pas de démocratie, tous les pouvoirs ont envie d'être autoritaires et que cette séquence va faciliter cet autoritarisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rassurez-vous, Patrice Montesquieu l'avait dit avant, le dernier, qui a abusé des pouvoirs qui sont spéciaux, tant au titre matériel. Mais moi je pense qu'en tout état de cause, on est sous l'empire d'une légalité de crise, donc d'une légalité particulière, de modalités particulières d'application de certaines règles de droit, mais le droit n'est jamais absent, les libertés ne sont jamais totalement gommées. Il y a encore, et fort heureusement, dans notre ordre juridique, ce mécanisme de légalité de crise qui permet qu'en tout état de cause, ultimement, on doit toujours se poser cette question du respect des droits et libertés fondamentaux. Même si ces droits et libertés subissent évidemment des restrictions tout à fait exceptionnelles, et je rejoins Florence sur l'importance du caractère exceptionnel et temporaire de ces atteintes, et la question de l'équilibre avec les droits et libertés doit toujours se poser, ce qui évidemment rend tout complexe. Le Conseil d'État fonctionne encore, le Conseil constitutionnel aussi, nos juridictions fonctionnent en mode dégradé, mais elles fonctionnent encore. Le droit produit, fort heureusement, encore ses effets. Donc, ça serait tellement plus simple si on faisait passer un impératif de manière absolue par rapport aux autres. Mais on est dans un état de droit et dans une démocratie, et les choses sont forcément beaucoup plus compliquées qu'elles ne peuvent l'être en Chine. Jean-Baptiste Ducret ? Oui, effectivement, je crois que le tracking ne peut fonctionner que si il est rendu obligatoire. Donc la question effectivement qui est posée est celle de savoir si on peut imposer la collecte de données sans obtenir le consentement des personnes. Anne-Charlène a très bien expliqué le débat au plan constitutionnel, mais ce débat a également été tranché, si je puis dire, au plan du droit de l'Union européenne, puisqu'en matière de données personnelles, il y a le règlement général à la protection des données qui justement régit ce qui est permis ou interdit de faire s'agissant des données. Et il y a des stipulations, justement, des dispositions dans le règlement qui prévoient expressément
que en cas de crise en termes de sécurité publique ou même sanitaire, il est possible de faire un traitement des données sans obtenir le recueil du consentement des données personnelles. Et ce qui me gêne face à cette situation, c'est que la CNIL s'est prononcée hier par la voix de sa présidente devant la commission des lois dans un sens défavorable à l'usage du tracking de façon obligatoire, de sorte que nos gouvernants sont dans une logique qui n'est pas celle d'un courage politique qui est saisi, mais d'une peur juridique face justement notamment à l'avis qui est exprimé par la CNIL. Et je crois que c'est dommage parce que j'ai une position tout à fait inverse de la CNIL et je crois justement que le droit permet de collecter les données et de faire usage du tracking de façon obligatoire. Alors on a récupéré Yann Verdeau, pardon. Je vous donne la parole, Michael. Juste pour dire qu'on a récupéré Yann Verdeau, on va parler dans un instant de l'État, où est-ce qu'on en est des traitements. Michael, allez-y, pardon. Oui, moi je voudrais faire remarquer quand même qu'on est face à une situation qui est absurde. Parce que si on regarde bien, on réagit face à cette crise avec les mêmes moyens qu'en 1918. C'est-à-dire qu'on est on n'utilise absolument pas les moyens technologiques qui sont à notre disposition. On est dans une démarche qui est purement empirique, qui consiste à réutiliser des vieilles recettes que sont le confinement, les mesures barrières, etc., au lieu de se projeter dans une vision beaucoup plus rationnelle, scientifique, et d'utiliser les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire le dépistage systématique, de mettre en place vraiment une politique de santé globale. Là, on s'est replié sur nos manières de faire, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai étudié les parallèles entre la grippe espagnole et la crise d'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre système de santé, il est complètement le fruit de la grippe espagnole. Il faut bien comprendre que l'OMS, par exemple, les prémices de l'OMS ont été constituées à la suite de la grippe espagnole. Et on est revenu à nos vieux archaïsmes, repli sur soi, confinement, au lieu justement d'essayer de se projeter dans quelque chose de moderne et de résoudre la crise par le haut. Et c'est en ça que je pense que le tracking digital est une des solutions, mais n'est pas la seule, mais qui faut changer d'état d'esprit. Ça aurait été quoi la sortie par le haut? Ça aurait été de multiplier les tests, de savoir qui sont oui, c'est ce qu'ont fait certains pays asiatiques, c'est la multiplication des tests, c'est de mettre en place vraiment une politique de santé. Je trouve dingue, par exemple, qu'on ait critiqué le professeur Raoult pour avoir fait du dépistage plus systématique à Marseille. Alors après, c'est vrai qu'on est dans un mélange d'empirisme et d'essayer de trouver des solutions, mais voilà, il faut sortir de nos vieux réflexes, parce que justement, la folie, comme le disait Einstein, c'est de refaire la même chose et d'espérer un résultat différent. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de reproduire finalement en Occident ce qu'on a fait il y a 100 ans, et on espère avoir un résultat différent. Bien sûr qu'on va avoir un crack économique énorme si on n'essaye pas de trouver des solutions innovantes. Alors Yann Verdeau, si on vous entend maintenant, on va voir. Ah, oui, j'ai changé d'ordinateur, donc est-ce que vous m'entendez? Beaucoup mieux. Oui, ça va. Bon, ok. Vous avez fait un très bon article d'ailleurs sur ce qu'on appelle l'essai discovery, c'est-à-dire le test au fond des traitements. Les résultats devaient être publiés, ils ne l'ont pas été. On a l'impression que là aussi, il y a un petit peu de retard dans la façon de réagir. Oui, il semble qu'il y ait des difficultés au démarrage de cet essai clinique, puisque les premiers résultats, c'était des résultats tout à fait préliminaires, mais les premiers résultats étaient annoncés pour le week-end du 4-5 avril, et finalement, ça a été le blackout. Bon, ceci dit, il faut quand même remettre les choses en perspective. Cet essai clinique qui est donc européen, 3200 patients au niveau européen, dont 800 en France, a été monté vraiment en un temps record. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais où je parlais quand même de la très grande réactivité de la recherche, et notamment de la recherche clinique, qui a subi une accélération de son rythme naturel. Toutes les procédures, les protocoles, les autorisations de comité d'éthique pour monter un essai clinique qui, en temps normal, étaient des processus qui prenaient plusieurs mois, là ont été réduits à quelques jours. Donc il y a vraiment une accélération très forte du tempo. Cela dit, cet essai clinique qui donc vise à tester quatre traitements contre Covid-19, n'a pas livré les premiers résultats comme attendu. Et ces derniers jours, Florence Ader, qui est
l'infectiologue qui patronne, qui pilote l'essai clinique au CHU de Lyon, disait que ces résultats seraient dévoilés à la fin du mois, fin avril. D'accord. Et avec une chance qu'on trouve un traitement ou pas? Parce qu'on va peut-être parler de la chloroquine, mais il y a en effet 3 autres. Alors, la chloroquine, ou plutôt son dérivé, l'hydroxychloroquine, fait partie des 4 traitements qui sont testés dans le cadre de Discovery. C'était pas le cas au départ. D'ailleurs, ils l'ont rajouté après, un peu sous la pression des résultats annoncés à Marseille par Didier Raoult. Et les 3 autres sont des antiviraux développés initialement d'ailleurs pour d'autres médicaments, pour d'autres maladies, pardon. C'est ça qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, ces médicaments sont des repositionnements de médicaments existants. Ils ont été développés l'un pour Ebola, l'autre c'est des antirétroviraux contre le VIH, et l'hydroxychloroquine qui est donc un antipaludéen. Donc il s'agit de repositionner des médicaments. Repositionner des médicaments pour lutter contre le Covid-19. Michael Lombroso, puisque vous êtes plutôt dans cette position, faut aller de l'avant, il faut changer un peu les procédures. Est-ce que là aussi, pour le test des traitements, par exemple, il faudrait aller plus vite qu'on ne va d'habitude? Par exemple, ce que fait Raoult à Marseille, en effet. Alors, il faut savoir aussi raison garder. C'est vrai que c'est très difficile pour un pouvoir politique de valider un médicament qui n'a pas été développé pour cet usage. Et donc, je comprends à la fois l'engouement du professeur Raoult et je comprends aussi les atermoiements du gouvernement au sujet de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, parce qu'on ne peut pas non plus diffuser un médicament en dehors de son autorisation de mise sur le marché sans avoir quelques tests et quelques reculs. Là, par exemple, je lisais que dans certains pays du Nord, ils allaient arrêter de prescrire de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine parce qu'ils étaient face à de nouveaux effets secondaires qui n'étaient pas prévus initialement. Donc, il faut aussi savoir raison garder et garder sa rationalité. Et c'est très bien que la chloroquine soit testée dans des essais cliniques comme Discovery. Mais c'est très dur de garder un juste milieu dans une crise comme celle-ci. D'accord. Donc ça c'est le traitement. Il y a aussi un problème qui est assez insensé, c'est celui des masques, puisque pendant très longtemps on nous a dit ça sert à rien, et aujourd'hui on nous dit pratiquement c'est obligatoire, sauf que personne n'en trouve si on n'est pas une profession de santé, à part Mustapha Larbaoui qui est pharmacien et qui peut en avoir au noir, mais non, je plaisante. Après, alors, moi, je voulais juste... c'est compliqué, cette histoire des masques. Alors, est-ce qu'il en faut les masques artisanaux, on voit bien que c'est quand même un peu bidon. Non, il y a un effet pervers qui est dénoncé par les médecins danois et tous les médecins nordiques qui disent que le masque pas très bien porté, pas très bien utilisé, qui baille un peu sur les côtés, ça va rassurer les gens qui vont se dire ça va, c'est bon, on a un masque, on ne sera pas contaminé, on ne contamine pas les gens, suppression des gestes barrières, suppression de l'attention qu'on porte à cette propagation du virus, et qu'en fait le masque pourrait être pire que l'absence de masque. Alors c'est la position des Danois, des Suédois, qui paraît pas complètement idiote. Alors c'est vrai que là on est aussi dans un moment où une fois que la vague a saisi l'opinion publique, plus personne ne peut décemment dire le masque c'est pas bien, parce que ça y est, la France a opté pour le masque, et n'importe quel scientifique pourrait dire quoi que ce soit d'autre. Maintenant, la France veut des masques, donc la France aura des masques. Mais cela dit, bon, juste une remarque de bon sens, on est probablement un peu mieux protégé avec un masque que sans masque. Oui, mais il faut faire le distinguo. Il faut faire le distinguo, parce que les masques chirurgicaux qu'on voit. Alors, il y a 2 masques. Ce sont des masques altruistes. Ce sont des masques qui sont censés protéger l'autre. C'est ça. Contrairement aux masques FFP2, qui sont les masques bec de canard, qui sont faits pour se protéger soi-même. Et donc, l'intérêt des masques chirurgicaux,
c'est que dans un espace clos en particulier, si tout le monde porte un masque, forcément il y a une protection mutuelle et le risque de contamination baisse drastiquement. Mais je veux attirer l'attention sur un point, c'est que justement dans une pièce, s'il y a 10 porteurs de masques et qu'un seul n'en porte pas et que celui-ci est contaminé et qu'il éternue, il va contaminer les autres, puisque ces masques chirurgicaux ne protègent pas pour nous-mêmes, ils protègent l'autre. Donc, à mon sens, bien sûr qu'il faut des masques, et c'est une aberration que la France ait complètement dissous son stock de masques depuis 2013. De mon point de vue, c'est quand même la question se pose, pourquoi est-ce qu'on a fait des dons de masques à la Chine et à l'Iran ? On a envoyé 17 tonnes de matériel à la Chine alors qu'on savait que nos stocks étaient à zéro. Donc, il y a quand même des questions qui se posent. Et on a vu aussi qu'il y a eu, à un moment, des politiques très différentes là-dessus. Carl Pinault, comment ça se passe en Thaïlande ? Les gens portent les masques, des choses comme ça ? Alors, en fait, déjà, le masque est quand même assez culturel en Thaïlande. Beaucoup de gens portent le masque, ne serait-ce que parce qu'à Bangkok, on a une pollution importante. Et donc, le masque est quelque chose qui est déjà dans les mœurs. Donc, les gens leur dire de porter un peu plus le masque, ça s'est fait tout de suite et ça s'est fait naturellement. Ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue là, de la Thaïlande, quand on regarde le débat port de masque, pas port de masque, en fait, la réponse qu'on lisait dans les journaux, c'était, mais finalement, je ne transmets pas si j'ai un masque, mais je peux le recevoir. Et puisque je peux le recevoir, ça sert à rien de le porter. Mais je pense que c'est une vision qui n'est pas bonne. Je veux dire, à partir du moment où je peux, moi, protéger l'autre, eh bien, je porte le masque. Puisqu'il y a une latence entre le moment où je sais que je suis infecté et le moment où je vais pouvoir le transmettre, il y a au moins 48 heures où, si je porte le masque, je suis peut-être infecté et donc je ne vais pas contaminer l'autre. Donc, si tout le monde part du raisonnement de ce qui est important, c'est de ne pas contaminer l'autre, tout le monde s'auto-protège. Alors, Marie-Claude Clément vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, enchantée, ravie d'être avec vous. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez fait une enquête, justement, on va en parler un petit peu tout à l'heure, parce que ça fait partie des conséquences économiques sur le tourisme. Comment se porte le tourisme actuellement? Évidemment mal, mais que font les professionnels du tourisme et comment ils pensent que les choses vont évoluer? On va en parler dans un petit moment avec vous. Je voudrais quand même qu'on revienne justement sur l'économie. Par exemple, Jean-Charles Lajoigny, vous êtes éditeur, voilà, vous êtes là. Évidemment, c'est une période extrêmement compliquée pour les... On a effectivement perdu depuis le 15 mars, enfin depuis la date du début du confinement et la fermeture des librairies. Nous, enfin notre maison d'édition, mais comme tous les éditeurs, les plus gros, les plus petits, je veux dire, 95% du chiffre d'affaires. Que 95% du chiffre d'affaires se fait dans des librairies qui sont fermées. Alors, il en reste un tout petit peu dans les maisons de la presse qui ont un rayon livre, dans quelques grandes surfaces qui ont également un rayon livre. Il y a heureusement, ça ne va pas plaire aux libraires, mais Amazon et la Fnac qui ont quelques stocks et qui permettent quand même de faire circuler quelques livres. Mais 90% du chiffre d'affaires s'en est allé. Ça, c'est déjà le drame absolu, parce qu'une boîte qui a plus de chiffre d'affaires, c'est quand même extrêmement gênant. Et puis, le redémarrage, qui, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut peut-être imaginer aux environs de la mi-mai, va se traduire par un embouteillage absolument dément. Non, mais progressif. Je suis d'accord avec Michael, je pense que c'est optimiste, mais... Bon, enfin, en tout cas, on verra, on va faire de plans sur la comète, mais quelle que soit la date, à la date du redémarrage, ça va être un embouteillage. Alors là, je ne vais pas rentrer dans des considérations très techniques, mais chaque année en France, il y a 70 000 livres qui sont publiés, 70 000 nouveaux livres. Donc 2 mois d'arrêt total, mars, avril et 15 jours du mois de mai, ça fait plus de 15 000 à 20 000 livres qui n'ont pas été distribués. Donc quand ça va redémarrer, logistiquement, il est impossible pour les distributeurs, quelle que soit leur taille, de distribuer autant de livres, et impossible, bien évidemment, pour les libraires d'accueillir autant de livres. Bon, s'ajoute à ça, le fait, et là, Carl Pinault va se mettre à pleurer, mais parce que c'est le roi de la dédicace, mais que toutes les dédicaces, est-ce que les dédicaces vont être autorisées? Et à quel moment? Les dédicaces, les salons, les salons de livres, etc. Alors, justement, puisqu'on parle de livres, je profite pour... on a 2 livres peut-être qu'on veut conseiller. Celui d'Yann Verdoux qui s'appelle Noun, ou le marin sans mémoire, qui est au fond le journal d'un médecin qui rencontre quelqu'un qui est atteint qui a perdu totalement la mémoire. Ça se passe en Angleterre
à la fin du 19e siècle. C'est ça? C'est ça, rien à voir avec le Covid-19. Non, rien à voir avec le Covid-19, même si c'est un médecin qui est le héros de mon roman. Ça s'appelle donc Ou le marin sans mémoire, c'est aux éditions du Rocher. Voilà, on voit la couverture là. Et puis, il y a le Sicilien, Jean-Charles, ou Karl. Oui, moi je voulais juste présenter, puis après Karl peut en parler, mais je suis surtout très content parce que le Sicilien vient d'avoir le prix du polar des libraires, des petits mots des libraires, qui est un prix décerné par notamment, à l'initiative de 40 grosses librairies indépendantes françaises, et qui décerne un prix qui est extrêmement important. Et je félicite Karl, et on est très content et très fiers qu'il ait eu ce prix, mais il peut parler de son livre bien mieux que moi, bien évidemment. Alors en fait, le Sicilien, c'est le deuxième opus d'une trilogie que j'ai commencée en 2010, qui constitue en 3 intrigues indépendantes sur 3 décennies, les années 80, les années 90 et le prochain qui paraîtra les années 2000. Le but étant, à travers une intrigue policière, de faire une photo sociétale sur ces 3 décennies. Là, les années 90, on est plus sur la thématique, malheureusement, du sida d'un point de vue sociétal, et puis aussi, après la chute du mur de Berlin, du bouleversement des mafias avec l'arrivée des mafias de l'Est. Alors, je signale quand même que, malgré la fermeture des librairies, certaines livrent, qu'il y a aussi toujours les livres numériques, évidemment, qu'on peut se procurer. Donc, on peut quand même lire, et il faut lire pendant cette crise de Covid-19. Je reviens, on parlait de la situation des éditeurs. Michael Lombroso, par exemple, les dentistes, ils font quoi là? Ils ferment leur cabinet, vous n'avez plus de roulettes? Eh bien, écoutez, oui, effectivement. En fait, nous avons un énorme problème, c'est que lorsque l'on soigne un patient avec des instruments qui tournent à 300 000 tours minute, ça crée un brouillard. Et on a démontré que ces micro-particules, ces micro-gouttelettes, pouvaient rester en suspension dans l'air pendant des heures. Et donc, tous les cabinets dentaires sont fermés depuis le 16 mars, sur ordre de notre Conseil de l'Ordre. Et d'ailleurs, j'attire l'attention des patients. J'ai entendu qu'il y avait encore quelques cabinets qui étaient ouverts en toute illégalité. Et c'est très grave parce qu'ils ne sont pas couverts par leur assurance. On ne sait pas s'ils ont les conditions pour soigner dans des conditions correctes. Donc vraiment, ils sont hors la loi. Et je tiens à le dire aux téléspectateurs, il ne faut pas aller dans les cabinets qui sont ouverts illégalement. Si on a une urgence. Alors voilà, un système de garde. En fait, tous les dentistes, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes tous quelque part de garde. Donc tous les patients qui ont besoin de conseils, qui sont en urgence, qui ont des douleurs, doivent d'abord contacter leur chirurgien dentiste qui doit être joignable soit par téléphone, soit par mail, qui va réaliser un premier filtre. Et si vraiment il y avait besoin d'un soin en urgence, à ce moment-là, il va leur donner le numéro de la régulation. Il y a aussi un numéro national que je pourrais donner. Et en cas vraiment d'urgence qui nécessite un soin, il y a des cabinets de garde qui sont équipés par le Conseil de l'Ordre et qui vont pouvoir réaliser des soins en urgence avec des équipements spécifiques et dans des conditions d'asepsie optimales. Voilà. D'accord. Florence Mercadet, la justice, comment ça se passe? Eh bien, ça ne se passe pas, sauf dans les affaires pénales d'urgence où les libertés sont mises en cause. Donc ça, sur ces thématiques-là, la justice fonctionne. Elle fonctionne sur les problématiques aussi de droit de la famille, parce qu'il y a des cas extrêmement douloureux du fait du confinement. Donc les personnes qui étaient en procédure de divorce et qui vivaient toujours sous le même toit, ça donne des conflits, voire des violences conjugales, des violences sur enfants qui deviennent très très graves. Donc là, la justice peut être saisie de manière urgente. Donc c'est un peu comme en médecine, de médecine. Oui, c'est ça. C'est un peu les urgences qui marchent. Voilà, alors le seul problème, c'est je vais au cabinet, on traite un dossier où la femme sollicite, parce que le mari, lui, est dans un état absolument affreux de violence, d'ivresse et de folie. Donc on a saisi le juge aux affaires familiales pour que le mari puisse quitter le domicile et retourner chez sa maman. Mais ça pose problème sur toutes les histoires de confinement et il va falloir qu'il y ait des mesures particulières qui soient prises, qui quittent le domicile et qui puissent être confinés ailleurs. C'est compliqué. Donc, Stéphane Baptiste et Anne-Charlène, l'université, c'est fermé, c'est des cours par un...
Par le net, non? Comment ça se passe? Les établissements sont fermés, mais nous, on travaille. On fait des cours en ligne, on fait des conférences audio, donc on n'a pas assez de temps pour aller cueillir les fraises. D'accord. Alors, Marine Saint-Clément, alors bonjour, je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro, et vous avez fait une enquête justement, il y a un des secteurs évidemment qui est extrêmement touché, c'est celui du tourisme. Alors, oui, totalement. Comme on peut s'en douter, le secteur du tourisme va très mal actuellement. Pour vous donner une idée un peu chiffrée, environ 90% des 35 000 salariés du secteur des entreprises du voyage seraient concernés par des mesures de chômage partiel. Ce qui est un peu paradoxal par ailleurs parce que c'est un moment où il y a énormément de travail, notamment pour les agents de voyage qui sont en première ligne avec les rapatriements de Français qui étaient bloqués à l'étranger ces dernières semaines. Là, la situation est presque régulée. Donc c'est un moment très compliqué, sachant qu'en parallèle, ils doivent aussi, ces agents de voyage, gérer l'après-crise pour sauver les meubles. Qu'est-ce qui va se passer? On voit bien d'ailleurs les compagnies aériennes sont parmi évidemment les plus touchées. Il n'y a pratiquement plus d'avions dans le ciel, ce qui est bon pour la pollution mais moins bon pour leurs affaires. On ne part pas en vacances, on est confinés. Est-ce qu'on a une idée du moment? Alors Jean-Charles parlait de mai tout à l'heure, mais est-ce que par exemple des gens se posent des questions? Est-ce qu'il faut que je retienne pour les vacances au mois d'août ou au mois de juillet? Est-ce que il y a une petite reprise comme ça, un petit Alors, c'est un peu compliqué de faire des prévisions. On aimerait que ça reprenne pour les vacances d'été. C'est peut-être un peu optimiste. J'ai eu en ligne Guillaume Linton, qui est le PDG d'Asia Voyage, qui lui me signifiait avoir déjà des réservations pour l'automne, septembre-octobre, notamment pour les destinations comme le Japon. Alors, dans le département, évidemment, il y a Versailles, qui est évidemment le château de Versailles est un des monuments les plus visités de France. Là, il n'y a absolument personne. Ça pose en effet des problèmes. Alors, ils vont s'en sortir, évidemment, puisque le monde va revenir après, mais ça pose en effet un certain nombre de problèmes. On voit la Tour Eiffel aussi, c'est pareil. Enfin, tous ces monuments qui sont les plus visités de France, qui font de la France d'ailleurs le premier pays en matière de tourisme, ça pose évidemment des problèmes terribles de gestion. Oui, c'est un gros problème. Donc Versailles est fermé depuis le 13 mars, comme tous les monuments et lieux culturels. La galerie des Carrosses est fermée aussi, les châteaux de Trianon pareil. Bon, les parcs et les jardins restent ouverts. C'est pas un prétexte pour aller faire un jogging, mais c'est déjà ça. Oui. Évidemment, c'est une perte économique énorme. Donc pour Versailles, j'ai pas de chiffres précis. Mais à l'échelle de la France, ce qui a été avancé par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, ce serait une perte de 40 milliards d'euros par trimestre, due à la baisse de fréquentation touristique. Donc c'est assez dramatique, encore plus pour des monuments comme Versailles. Alors ça pose un vrai problème d'ailleurs, parce qu'on sent, il y avait une tribune par exemple de Montebourg dans Libération qui disait voilà, il faut que l'État réintervienne, il faut renationaliser, etc. Sauf qu'on va se retrouver quand même avec un État extrêmement endetté, encore beaucoup plus endetté qu'il ne l'est. Est-ce que justement cet endettement de l'État va pas entraîner une certaine faiblesse qui contrecarre, au fond, le désir de réintervention de l'État? Vous avez compris ou c'était pas très clair ce que j'ai dit? Oui, alors je ne pense pas être mieux placé pour vous. Je posais la question, c'est un peu à tout le monde. Il y a un désir d'État et un État qui sera un peu faible parce qu'il sera surendetté. En tout cas, tout le monde, toute cette époque bénie des Gilets jaunes, où on critiquait sans arrêt l'État, c'était l'horreur, c'était l'enfer, etc. Et là, maintenant, tout le monde semble bien content d'avoir cet État qui indemnise, qui soutient, qui protège. Et là, effectivement, comme le disait Sylvain Tesson, il semble qu'on ait un peu moins l'envie de brûler les ronds-points en ce moment. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Il y a de temps en temps des effets positifs à chaque catastrophe. Oui,
Moi, je crois que l'endettement, il se mesure essentiellement aujourd'hui au niveau européen, au niveau en tout cas de l'euro, des pays membres de la zone euro. Et j'ai l'impression que la BCE va être forcément obligée d'aider les États à continuer à investir dans leur économie et peut-être à fermer les yeux sur le niveau d'endettement excessif. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que les débats qu'on a eus sur le niveau de déficit et le niveau d'endettement qui étaient censés nous paralyser pour agir économiquement vont finalement eux-mêmes être mis de côté. Et j'ai le sentiment qu'on sera peut-être aidé, en tout cas dans cette sortie de crise. Et à mon sens, c'est à ce moment-là qu'on mesurera l'efficacité de l'UEM. Christine Lagarde était interviewée ce matin sur France Inter. Et je pense que l'État... la faiblesse de l'État dépendra effectivement, comme le dit Anne-Charlène, de la réactivité de la BCE, des largesses de la BCE et de la durée de remboursement des prêts qui pourraient être alloués à l'État. Elle disait clairement ce matin que le remboursement des dettes vis-à-vis de la BCE se ferait, mais sur de très longues années. Donc on a parlé à un moment de 20 ans, 30 ans pour rembourser la dette. Et donc si on a au niveau européen, et j'espère que les ministres des Affaires étrangères vont pouvoir se mettre d'accord d'ici peu, si on a un accord sur des prêts et sur des remboursements extrêmement lointains, l'État sera fort et l'État ne sera pas faible. Il y a une politique là-dessus qui est intéressante, c'est celle des Corona Bonds, où justement on se pose la question de savoir si on pourra vendre des titres de dette commun à tous les États de l'Union, et on voit qu'on a la querelle nord-sud qui est en train de se recréer justement sur les États les moins endettés et les États en meilleure santé. Moi, je crois que l'Union européenne, en tout cas l'UEM, doit vraiment arriver à vite se sortir de cette division entre ceux qui sont plus sains et ceux qui le sont moins, parce que sans ça, c'est le système de la monnaie unique qui doit s'arrêter. Oui, parce qu'on n'est pas loin d'une crise qui peut être fatale, hein. Comme au moment du dernier krach financier, hein, c'était la même chose. Justement, Stéphane Monson, on parle beaucoup d'avant et d'après dans cette crise. Beaucoup de gens disent quand on va sortir, ça sera plus jamais comme avant, etc. Est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que vraiment ça va changer les mentalités, ou est-ce que finalement, dès qu'on va pouvoir, on va vouloir retrouver la vie d'avant? C'est une tendance quasi naturelle de vouloir retrouver la vie d'avant dans ce qu'elle avait de meilleur. Mais je ne crois pas non plus que cette situation de crise est assimilable à un grand soir ou à des bouleversements qui doivent totalement éradiquer le système qui est le nôtre, c'est-à-dire un système libéral tant sur le plan économique que surtout sur le plan politique, libéral au sens, en France en tout cas, colbertiste du terme. Moi je vois dans la situation française depuis des années, au demeurant quel que soit le gouvernement en place, l'existence d'un État qui reste un État fort, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres États occidentaux. Donc je ne crois pas que le bouleversement ira jusqu'à bouleverser ce système, mais en tout cas, il y aura des aspects sur lesquels il va falloir réfléchir, évidemment, sur la prévention d'un certain nombre d'épidémies, etc., la reconstitution de stocks, la relocalisation de la production d'un certain nombre de produits, je pense à des médicaments, etc. Je ne suis pas du tout, d'ailleurs, je ne crois pas une seconde que une relocalisation quasi totale, comme la préconise Montebourg, soit à la fois possible ou souhaitable. J'ose espérer aussi, pour rejoindre notre débat de tout à l'heure, que les droits et libertés reprendront aussi l'ensemble de leurs effets. Voilà, enfin, il y a en tout cas un point, moi, qui me semble acquis, c'est qu'on ne pourra jamais prévoir l'imprévisible. Même si on peut dire que cette pandémie était quelque part, à un moment donné, peut-être prévisible, on se pose aussi ce genre de questions dans tout ce qui concerne la sûreté nucléaire depuis des années, où on essaie de prévoir l'imprévisible, pour autant on n'y arrivera jamais. Yann Verdeau, est-ce que dans les milieux scientifiques, on pense qu'il va falloir justement changer des priorités, peut-être relocaliser en effet la fabrication de médicaments
Oui, ça, clairement, je pense que, enfin, comme je le disais tout à l'heure, mais enfin, ça fait partie des choses, je ne sais pas si vous m'avez entendu ou pas, mais il est clair que cette crise montre quand même, a révélé une certaine fragilité de notre modèle de développement. Et notamment sur cette question de, alors relocaliser, ne pas relocaliser, ça je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, une plus grande autonomie, en tout cas. Une plus grande autonomie, disons que les pays, les régions, l'Union européenne se pensent davantage en termes d'écosystème. Un écosystème, eh bien, ça passe notamment par le fait d'être autonome en matière d'approvisionnement, en médicaments, en masques, etc. Enfin, je veux dire, ça, à mon avis, ça fait partie des leçons qu'on peut et qu'on doit tirer de cette crise. Pardon, Florence. Sur l'avant et l'après, justement, est-ce que ça va changer beaucoup de choses dans nos mentalités, dans notre façon de voir le monde, dans notre façon peut-être de voir la vie? Ce que j'espère, c'est qu'on pourra peut-être mettre des valeurs qu'on voit aujourd'hui, des valeurs de courage, notamment des caissières, des infirmiers, des médecins, de toutes les personnes qui arrivent à nous faire vivre comme on peut en ce moment, en cette période de confinement, qui sont des petits métiers qui étaient pas très valorisés. Et il faudra peut-être réfléchir sur la valorisation de tous ces métiers qui sont fondamentaux, que ce soit aussi les instituteurs, les professeurs, etc. Donc ça, va falloir y réfléchir aussi sur toutes ces valeurs et l'orientation de notre société. Un mot justement alors sur l'avant-l'après, Jean-Baptiste Duclerc et Sharon Anne-Charlène, Bézina Duclerc. Oui, moi c'est peut-être sur l'impact que cette crise va avoir sur la perception que les peuples font de leurs gouvernants. Généralement, en tout cas dans les démocraties modernes, on croit que l'État peut tout, on attend tout de lui. Et effectivement, si les gens pensent que l'imprévisible est plus prévisible, il est à craindre qu'à la suite de cette crise, il y ait une défiance extrême à l'endroit des gouvernants, alors quand même tâtonnent, parce que précisément le prévisible, c'est ce qui va se passer dans 3 heures. Et j'espère qu'en tout cas, la majorité prendra la mesure justement des efforts, en tout cas, qui sont faits par les gouvernants, même si effectivement, il ne s'agit pas non plus de leur donner raison sur tout ce qu'ils font, et un contrôle est nécessaire. Mais je crois qu'il faut aussi, et c'est quelque chose auquel on n'est peut-être pas aussi habitué, à accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, y compris dans nos sociétés modernes. Michael, et puis Jean-Charles et Karl. Moi, je pense que malheureusement, l'espèce humaine a la mémoire très courte. Et c'est un historien israélien qui l'a bien décrit, c'est Noah Yuval Harari, qui explique finalement la durée de vie d'un homme est assez courte et que l'enchaînement des générations fait que l'on oublie ce qui s'est passé finalement il n'y a pas très longtemps et qu'aujourd'hui il y a quasiment plus de survivants de la grippe espagnole par exemple. Et je pense qu'au contraire, ça va rien changer. Je pense qu'on va à la fin retrouver nos vieux réflexes, nos vieux archaïsmes. Et j'espère, c'est un vœu pieux, j'espère qu'on en tirera quelques conclusions sur l'écologie, sur une manière différente de percevoir les choses. C'est dommage qu'on ne puisse pas se promener parce que c'est magnifique actuellement. Mais j'ai bien peur justement qu'on revienne à des besoins primaires et qu'une fois qu'on sera déconfiné, on revienne à nos vieux réflexes. Karl, Pino. Alors, juste pour revenir rapidement sur l'État-providence, là, en Thaïlande, c'est quelque chose qui est assez absent. Et il faut se rendre compte que quand on est ici, les municipales ni les entreprises, et donc les dégâts pour les individus, ce sont des gens qui sont partis et qui n'étaient pas couverts. Et évidemment, ça prend, quand on est expatrié, encore plus d'ampleur de se rendre compte de la chance qu'on a d'être en France et de bénéficier de toutes ces aides et de tout ce support au niveau des individus. Et on en prend encore plus conscience quand on est dans des pays où ça existe. Pour répondre à votre question sur l'évolution du monde, moi je pense qu'on va quand même observer une accélération du rééquilibrage économique entre l'Asie et le monde occidental.
pour nous protéger, les pays occidentaux se sont fermés. Ils vont avoir un impact économique qui risque, à mon sens, mais je n'ai pas de certitude bien sûr, d'être plus important que les pays d'Asie comme la Chine qui ont redémarré beaucoup plus vite, avec peut-être un souci humain moins important, mais qui du coup vont encore attraper, voire peut-être creuser l'écart sur certains domaines d'un point de vue industriel et économique. Très bien. Jean-Charles, j'ai une question à Marine après. Pardon. Voilà. Rapidement. Moi, je suis assez optimiste. Alors, économiquement, je suis un peu de l'avis de Stéphane. C'est très difficile de prévoir l'imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. Karl a sûrement raison en disant un rééquilibrage. Peut-être qu'effectivement, il faut que beaucoup de choses soient relocalisées. Peut-être les choses absolument vitales comme les médicaments et des tonnes de choses. Mais en tout cas, humainement, je pense que beaucoup de gens vont ont découvert qu'on pouvait peut-être un peu moins circuler, qu'on pouvait peut-être consommer différemment, qu'on pouvait apprécier un certain silence, parce que c'est vrai qu'on apprécie le silence dans les villes, alors qui est quelquefois un peu glaçant, mais qui en même temps fait du bien. On redécouvre, sans être trop babacool, mais on redécouvre le chant des oiseaux en pleine ville, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, ça repartira bien évidemment, parce qu'il faut que ça reparte. Mais peut-être que certaines personnes ont pris conscience de certaines réalités. Et là où je rejoins aussi Florence, c'est que effectivement, il y a des gens qu'on avait peut-être tendance, non pas à mépriser, mais à oublier un peu. Beaucoup de métiers indispensables qui vont de l'éboueur à plein de métiers et qui font leur boulot, qui se plaignent pas et qui le font très formidable, qui n'exercent pas leur droit de retraite au bout de champ et qui font le job. Et ça, Marine Saint-Clément, alors, vous êtes la plus jeune d'entre nous, donc est-ce que vous dites que le monde qui vient va être un monde difficile? Alors, je ne sais pas si, évidemment, on sait que ça va être un monde difficile, mais bien au-delà de cette crise, avec tous les enjeux environnementaux et l'urgence climatique qui va se poser ces prochaines années, je pense beaucoup plus rapidement que ce qu'on l'imagine. En revanche, je suis assez optimiste sur le fait que cette crise, pour rebondir sur les propos de Karl, cette crise nous permet, vu qu'elle est mondiale, de mettre en regard des sociétés qui sont assez similaires aux nôtres en termes de développement, et notamment de prendre conscience de la chance qu'on a par rapport à ce système de santé. Je pense notamment aux États-Unis, qui est un pays développé, un État développé comme le nôtre. Le Monde a fait un article sur le très lourd tribut payé par les Afro-Américains avec cette crise. Et c'est dramatique de dire que voilà, des populations encore aujourd'hui dans des États développés meurent par manque d'accès aux soins. Et je pense que ça, c'est une bonne leçon à retenir de cette crise, et j'espère que les Français prendront conscience de ça. Sans parler de ce qui peut se passer en Afrique et qui oui, évidemment. Très difficile. Merci infiniment à tous. Merci Florence Mercadé, merci Anne-Charlène Bézina-Duclerc et Jean-Baptiste Duclerc, merci Karl Pinault, merci Jean-Charles. Karl Pinault, alors je rappelle, votre livre s'appelle Le Sicilien et c'est aux éditions Lajoigny, dont nous avons l'éditeur qui est Jean-Charles Lajoigny. Merci beaucoup Stéphane Monson, vous avez une belle bibliothèque. C'est du faux, c'est du papier peint, ça imite. J'ai rien dit. Merci beaucoup, Michael Dombroso. Merci beaucoup, Marie Saint-Clément. Et merci beaucoup, Yann Verdeau. Je rappelle votre titre, votre livre, Noun ou le marin sans mémoire. Et ben, je vous propose qu'on se retrouve assez vite, comme ça, pour rediscuter de l'actualité. Ça sera un prochain PAF. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce PAF confiné et à très vite.